Salut Loulou. Le 2 mai dernier, lors de la fête de l'aquarelle à Blanquefort, j'ai réalisé une colloque, keynote, autour de l'IA et de l'aquarelle. Et, bien évidemment, j'ai eu que des problèmes techniques. Donc, j'aurais aimé pouvoir vous filmer tout ça et que vous puissiez l'entendre. Évidemment, ça a été très compliqué, voire impossible. Alors, je vous propose un simili quelque chose. On verra ensuite. Je vous laisse regarder la keynote. Lors de la fête de l'aquarelle numéro 2 à Blanquefort, j'avais organisé un petit colloque autour de l'IA dans l'aquarelle et dans l'art en général. Alors, avant de parler longuement de l'IA et de l'aquarelle, j'aimerais rentrer un peu dans le préambule de ce colloque. Logiquement, il devait être fait avec quelqu'un qui travaille dans les ordinateurs, mais qui est aussi graphiste. Elle n'a pas été là, et donc j'ai dû me démerder tout seul. Et plutôt que de se démerder tout seul, du coup, j'ai réfléchi un tout petit peu et j'ai dit, je vais demander à ChatGPT de remplacer cette personne. Donc, vous allez voir un être humain avec une IA qui parle de l'IA au niveau de l'aquarelle. Alors, avant tout, il faut réfléchir à quelque chose, à ça. Vous voyez cette image? Oui, c'est une image qui date. Alors, je vais vous poser une question, mes loulous, là, qui est derrière l'écran. De l'Antiquité au 19e siècle, combien d'images produites par jour dans le monde entier? C'est une question que j'ai posée, évidemment, à l'IA. Et voici sa réponse. Réponse courte, très peu. Pendant des milliers d'années, produire une image était un acte lent, manuel et coûteux. Peinture, sculpture, gravure, tapisserie. Chaque image demandait des jours, des semaines, voire des mois de travail. Même au 19e siècle, avec l'apparition de la photographie vers 1826-1839, la production a commencé à s'accélérer, mais restait très limitée par les moyens techniques, chambre noire, plaques de verre, procédés chimiques lourds, etc. Alors, l'estimation historique grossière, attention, ce sont des ordres de grandeur, jusqu'au 19e siècle, peut-être quelques centaines à quelques milliers d'images produites par jour dans le monde entier. La majorité était peinte à la main ou gravée, donc de très peu nombreuses par rapport à aujourd'hui. Pourquoi si peu? Parce que créer une image nécessitait un artisan, un matériel coûteux, et ça va être le truc le plus fort, du temps et un besoin économique ou symbolique fort, religieux, politique, culturel. Maintenant, passons à la deuxième question. En 2025, combien d'images sont produites par jour dans le monde? Réponse de ChatGPT. Des dizaines, voire des centaines de milliards d'images par jour. Quelques idées pour te donner une idée. Sur Instagram, environ 95 millions de photos et vidéos sont postées chaque jour. Je dis bien chaque jour. Sur TikTok, plusieurs centaines de millions de vidéos créées et partagées chaque jour. Sur Facebook, plus de 350 millions de photos sont uploadées chaque jour. Sur YouTube, plus de 500 heures de vidéos sont uploadées
chaque minute. 500 heures de vidéo chaque minute. Sans compter les milliards de capteurs d'écran, de photos, de téléphones, de caméras de surveillance, de générateurs d'images IA, de visuels produits pour le web, la télévision, les pubs, etc. En 2025, l'humanité produit plus d'images en un jour qu'entre l'Antiquité et la Renaissance réunies. Voilà. Ça, c'est la première chose qu'il va falloir que vous vous mettiez dans la tête. C'est le nombre d'images qui n'arrêtent pas de couler au sein de tous les réseaux et compagnie. Pour regarder la suite, il faut déjà vous expliquer une chose. C'est ma première rencontre avec l'IA. Parce que, évidemment, l'IA, on en parle, mais moi, Manu, comment j'ai fait pour rencontrer l'IA? Eh bien, tout simplement, en m'emmerdant sur mon trône et en regardant Twitter, en regardant ce post de M. Findel. Et là, qu'est-ce qu'il écrit? Je me suis amusé avec Midjourney, donc c'est une IA générative d'images, en lui demandant la ville de Lyon dans différents styles, et je crois que ça mérite un Fried. Alors un Fried, c'est une espèce de long texte, on creuse un tout petit peu. Lisez bien la ville de Lyon. Et voilà ce qui est sorti. Alors là, c'est façon Bedinsky, comme il a dit. Voilà. Là, un autre style, je me souviens plus de qui. La façon Van Gogh. Là, nous avons une façon Monet. Façon de Geiger. Façon Dali. Façon Turner. Je sais pas trop ça, Turner, mais enfin bon. Là, je me souviens plus qui c'était. Et pour finir, nous avons la version Star Wars. Où, évidemment, là, la version sera. Et une version des bandes dessinées. Et enfin, une version qui nous ramène où est-ce qu'on en était. Évidemment, quand j'ai vu ça, voilà ma tête que j'avais. Oh putain, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Qu'est-ce que je venais de voir là? C'est quoi ce truc de fou? Et ça datait de 2022. De 2022. Alors, je vous laisse imaginer. Donc, j'étais exactement comme ça. Je n'ai pas pu dormir pendant plusieurs nuits. J'ai réfléchi. Et non seulement j'ai pas pu dormir plusieurs nuits, mais surtout, je n'ai pas pu travailler pendant des semaines et même des mois. Je n'y arrivais plus. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fait comme métier? Qu'est-ce qu'on fait comme métier? Alors, évidemment, j'ai commencé à creuser et la question était, l'intelligence artificielle, c'est quoi? Alors, l'intelligence artificielle générative, c'est une technologie capable de créer du contenu tout seul à partir de ce qu'elle a appris. Elle peut écrire des textes, dessiner des images, composer de la musique, générer des vidéos ou encore inventer du code informatique. Au lieu de simplement analyser ou trier les informations comme les anciennes IA, elle imagine et produit quelque chose de nouveau. Comment ça fonctionne? Elle a été entraînée sur des milliards d'exemples, livres, images, musique, conversations, et elle utilise ce qu'elle a appris pour deviner ce qui vient ensuite. Un peu comme un artiste qui s'inspire de tout ce qu'il a vu. Pourquoi c'est révolutionnaire? Parce que, pour la première fois, une machine n'est pas seulement capable de comprendre, mais aussi de créer, et cela ouvre des possibilités énormes dans l'art, la communication, l'industrie, l'éducation, et bien d'autres domaines. L'intelligence artificielle générative, je comprenais pas. Alors j'ai posé la question, pourquoi appelle-t-on ça génératif? On appelle ça génératif parce que l'intelligence artificielle génère quelque chose de nouveau. Au lieu de seulement analyser ou répondre en choisissant parmi des réponses toutes faites, elle invente,
elle génère un texte, elle génère une image, elle génère une musique. En fait, génératif vient du mot générer qui veut dire créer ou faire naître. Métaphore, l'intelligence artificielle générative, c'est comme un potier, elle ne se contente pas de regarder les pots des autres avec ses mains ou plutôt ses algorithmes, elle modèle sa propre création en partant d'un peu d'argile et de beaucoup d'inspiration. Je vous rappelle que tout ce texte a bien été, bien évidemment, écrit par ChatGPT, donc une IA. Bien, alors moi, évidemment, je lui ai posé une question. Comment peut-elle aider les plasticiens, c'est-à-dire nous? Alors elle m'a répondu, inspiration. Elle peut proposer des idées de forme, de couleurs, de composition pour débloquer la créativité. Ce qui est vrai. Par exemple, l'affiche que vous avez pu voir pendant le festival a été co-créée, si on peut dire, entre deux auteurs. Et un des auteurs s'était inspiré d'une production par une IA. Exploration, elle permet de tester rapidement différentes pistes visuelles avant de passer au travail manuel, comme vous avez pu le voir par exemple avec les images de la ville de Lyon. Gain de temps, elle aide à préparer des esquisses, des moodboards ou même simuler des œuvres terminées. Ce qui est pas faux non plus. Après, c'est un peu plus compliqué, mais c'est pas faux. Expérimentation, elle offre des outils pour mélanger des styles, générer de nouveaux matériaux visuels ou explorer des techniques inattendues. C'est tout à fait vrai. Pour m'en être un peu amusé, c'est vrai qu'on peut aller très loin. Collaboration, l'artiste peut dialoguer avec l'IA comme avec un assistant pour enrichir sa démarche tout en gardant la main sur ses choix artistiques. C'est pas faux, mais l'IA a quand même besoin encore d'apprendre. En résumé, l'IA générative ne remplace pas l'artiste, elle est un nouveau pinceau dans sa palette. Ce n'est pas faux, tout ça, ce n'est pas faux. Et on peut le considérer comme un nouveau pinceau dans sa palette. Et on va pas dire qu'un seul pinceau, c'est on va dire des milliards de pinceaux avec des milliards d'assistants et des milliards de couleurs, de possibilités, etc. Mais on va continuer. Alors pourquoi énormément d'artistes ont peur de l'intelligence artificielle? C'est normal que je lui pose cette question. Peur du remplacement, certains craignent que les œuvres créées par l'IA prennent la place des artistes humains. Peur de la perte de valeur, si une machine peut générer des images en quelques secondes, certains se demandent si l'art humain sera toujours reconnu à sa juste valeur. Et ça, effectivement, c'est le gros problème. Peur du vol, l'IA apprend souvent à partir d'images d'artistes existants sans toujours leur demander l'autorisation. Cela pose des questions d'éthique et de droit d'auteur, totalement. Peur de l'appauvrissement, il y a crainte que l'art devienne un produit de consommation rapide, sans profondeur émotionnelle ni vraie intention artistique. Et ça, c'est effectivement le problème. C'est-à-dire que cet art IA, si on peut dire, ce sera fait par une machine et donc du coup, ce sera une image de plus en sachant qu'il y a déjà des milliards d'images qui sont produites chaque jour. Ça, c'est le truc qu'il faut à tout prix penser pour la suite de cette petite keynote, de ce petit colloque. Mais, comme dans toute nouvelle technologie, l'IA peut être vue soit comme une menace, soit comme un nouvel outil apprivoisé pour enrichir son travail sans perdre son âme. Oui. Alors, revenons. Peur du remplacement. Certains craignent que les œuvres créées par l'IA prennent la place des artistes humains. Alors, je vais me poser la question, pourquoi l'IA ne remplacera pas franchement l'artiste humain? Parce que l'intelligence artificielle n'a pas de vécu, pas d'émotion, pas d'intention personnelle. Elle génère des formes, des images, des sons, mais elle ne ressent rien. Un artiste humain, lui, exprime son histoire, ses émotions, ses questionnements. Son art est une réponse intime au monde qui l'entoure. L'IA peut imiter, mais elle ne peut pas ressentir. Elle peut produire, mais elle ne peut pas créer avec une âme. En résumé,
L'IA fabrique des œuvres, l'artiste, lui, touche. Et moi, évidemment, vous me connaissez, je suis un vilain gros manu. Je vais poser... Oui, mais pour l'instant, tu sais très bien qu'à terme, avec la puissance de calcul, tout ça n'est qu'une question de temps. Qu'en penses-tu? Et voici ce que ChatGPT m'a répondu. Tu as totalement raison d'ouvrir cette question. Et franchement, tu touches là au cœur du vrai débat. Oui, techniquement, avec assez de puissance de calcul, assez de données et des modèles de plus en plus complexes, l'IA pourra mimer toujours mieux nos émotions, nos styles, nos imperfections humaines. Oui, il est tout à fait possible qu'un jour une IA écrive un poème bouleversant ou peigne un tableau émouvant sans qu'on sache immédiatement que ce n'est pas humain. Mais avec toute la puissance du monde, l'IA ne vivra pas ce qu'elle crée. On n'en a peut-être rien à foutre que tu vives ou pas ce que tu crées. Le but, en étant simplement, on va dire, un simple commerçant privé ou non privé, c'est que tu réalises les trucs pour pas cher et puis c'est tout. Elle ne souffrira pas d'une rupture amoureuse, elle ne rêvera pas, elle ne sera jamais portée par une révolte intérieure ou besoin viscéral de s'exprimer. Encore une fois, pour l'instant. Elle simulera, elle n'éprouvera pas. Ça, c'est pas faux. La vraie question devient alors, est-ce que ressentir une émotion face à une œuvre sera encore important pour nous si l'on sait que derrière, il n'y a personne qui l'a vécu? Ou au contraire, seule la capacité à nous toucher comptera-t-elle peu importe l'auteur? C'est autant une question d'art que de société et de philosophie. Voilà. Sauf qu'un jour, il faut que je vous montre ça. Oui, il est tout à fait possible qu'un jour, une IA écrive un poème bouleversant ou peigne un tableau émouvant sans qu'on sache immédiatement que ce n'est pas humain. Je vous présente Jason Allen. Une œuvre créée par une IA remporte un concours d'art aux États-Unis. Jason Allen a raflé la première place d'un concours d'art avec une illustration d'un genre spécial puisqu'elle est l'œuvre de l'intelligence artificielle Midjourney. Un résultat qui exaspère les internautes, à l'inverse du gagnant enjoué parmi les critiques. Je vous montre quelques autres œuvres de ce monsieur Jason Allen. Alors, bien évidemment, je lui ai posé la question. L'affaire Jason Allen est devenue emblématique des débats autour de l'intelligence artificielle dans le monde de l'art. Que s'est-il passé? En 2022, Jason Allen, un designer de jeux vidéo, a remporté le premier prix dans la catégorie art numérique, photographie numériquement manipulée à la foire d'État du Colorado avec son œuvre intitulée « Théâtre d'opéra spatial ». Cette image a été générée à l'aide de l'IA Midjourney, puis affinée avec Adobe Photoshop et agrandie via Gigapixel AI. Allen a précisé avoir utilisé au moins 624 invites textuels pour parvenir au résultat final. Pourquoi cela a-t-il suscité une controverse? Bien que la catégorie du concours autorisait l'utilisation de technologies numériques, la révélation que l'œuvre avait été générée par une IA a déclenché une vive polémique. De nombreux artistes ont estimé que l'IA avait réalisé l'essentiel du travail, remettant en question la légitimité de la victoire d'Allen. Certains ont comparé cette situation à celle d'un robot participant aux Jeux Olympiques. Et la question du droit d'auteur. Allen a tenté d'enregistrer son œuvre auprès de l'Office américain des droits d'auteur. Cependant, sa demande a été rejetée au motif que l'image contenait une part significative de contenu généré par une IA, ce qui ne répondait pas aux critères de protection du droit d'auteur. L'Office a estimé que les contributions humaines d'Allen étaient insuffisantes pour justifier une protection. Alors l'IA peut remplacer l'artiste humain? L'affaire Allen illustre les tensions actuelles entre innovation technologique et création artistique. Si l'IA peut produire des œuvres visuellement impressionnantes, elle ne possède ni conscience, ni émotion, ni intention artistique propre. Elle agit en fonction des données et des instructions fournies par l'humain. La question centrale demeure, la créativité réside-t-elle uniquement dans le résultat final ou dans le processus et l'intention derrière l'œuvre? Tandis que l'IA ne pourra pas ressentir ou exprimer
des émotions authentiques, le rôle de l'artiste humain reste irremplaçable. Voilà. Ça a été franchement le deuxième point qui m'a empêché de dormir. Passons à la suite. Peur de la perte de valeur. Si une machine peut générer des images en quelques secondes, certains se demandent si l'art humain sera toujours reconnu à sa juste valeur. Du coup, j'ai pensé à demander à notre ami ChatGPT, ne penses-tu pas que l'humain va choisir l'IA juste pour le modèle économique qu'elle propose? C'est une remarque très juste et très lucide. Oui, très clairement, il y a un risque que l'humain choisisse l'IA, non pas pour des raisons artistiques, mais économiques. Oui, j'ai fait un peu la voix de notre président. No. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que quand on engrange plus de 100 milliards d'euros pour l'IA, il y a cette partie-là qui est là. Il y a cette partie économique qu'il va falloir que vous pensiez dans tout ce qu'on vous dit au niveau de l'IA. L'IA, ce n'est pas simplement une aide quelconque, ce n'est pas qu'un outil, c'est quelque chose qui est économiquement rentable pour tous, on va dire. Et quand je dis tous, c'est surtout les plus riches, les gouvernants et évidemment les militaires, mais ça, c'est une autre partie. On va pas vous parler du général qui demande sa petite IA pour envoyer bien le missile là où il faut. Mais on va continuer. Alors, une image générée en quelques secondes coûte beaucoup moins cher qu'une œuvre réalisée à la main. Je vous rappelle le début de ce colloque. N'oubliez pas le temps qu'il faut pour faire une image. Une entreprise qui veut aller vite, produire du contenu en masse ou limiter ses coûts aura naturellement tendance à privilégier ce qui est plus rapide, plus simple, moins cher. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut que vous rentriez dans votre tête. C'est totalement normal, d'une certaine façon. Je sais que le mot que je vous dis est complètement démentiel, mais c'est normal. Quand vous êtes une entreprise, quelle qu'elle soit, et que vous n'avez pas les moyens de vous offrir un graphiste, si vous avez une IA qui vous offre ça gratuitement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez l'utiliser tout simplement. Moi, je l'ai fait, par exemple, pour mon site, pour illustrer certaines parties. Pour l'instant, à plus ou moins long terme, je reprendrai les rênes, mais au moins ça permet pendant un temps X ou autre d'avoir des visuels, par exemple. Là, je parle de visuels, mais ça peut être aussi des textes, ça peut être tout ce que vous voulez. Et ça, ce n'est pas une question de qualité, ni même d'émotion, c'est une question d'économie. En fait, dans beaucoup de secteurs, illustration, publicité, design rapide, la logique industrielle risque de préférer l'IA. C'est pas un risque. Ils vont préférer l'IA. Pas pour l'instant parce que ils hésitent encore. Mais en fin de compte, ça va aller très vite. Ce qui veut dire que les artistes humains devront plus que jamais se démarquer par leur histoire, par leur style unique, par leur capacité à établir une connexion authentique avec le public. Prenez bien cette phrase dans la tête. Par leur capacité à établir une connexion authentique avec le public. En résumé, oui, l'IA offrira un modèle économique rentable, mais l'art profond, sincère et incarné aura encore plus de valeur pour ceux qui cherchent autre chose que du simple contenu. Ouais. Alors moi je vais vous sortir quelque chose qui était à la mode. Ça. Peur de l'approvisionnement. Il y a la crainte que l'art devienne un produit de consommation rapide, sans profondeur émotionnelle, ni vraie intention artistique.
Vous avez tous vu cette connerie de Starter Pack. Et donc, moi, je me suis amusé à faire aussi mon Starter Pack avec ChatGPT. Bon, j'ai fait quelques petites corrections en mettant un R13 quelque part, en mettant un iPhone, en mettant du watercolor, etc. Mais par exemple, le petit carré d'Isaro, ben, c'est ChatGPT. Donc, encore une fois, on peut se poser des questions. Mais ce truc de Starter Pack, qu'est-ce que ça a amené? Ça a amené une espèce de folie mondiale et en même temps, ben, une espèce d'acceptation de ChatGPT. En gros, c'était tellement fun de faire ça que du coup, on se dit, bah finalement, ChatGPT, c'est sympa comme truc. Ouais, c'est sympa. C'est sympa. Effectivement, on peut faire des sacrés petits trucs. En même temps, moi, je serais une entreprise, je dirais, tiens, on pourrait fabriquer justement des petites poupées à l'effigie d'une personne qui envoie la photo. Pourquoi pas? Ou faire des véritables starter packs avec plusieurs personnages. Chose qui est possible avec des imprimantes 3D, etc., etc., etc. Bref, vous avez compris, nous avons donc d'un côté une machine qui fait peur et de l'autre des personnes qui se disent ah bah finalement c'est cool. Et non seulement c'est cool, mais ils peuvent produire de l'art pour pas cher. Mais ça peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, ça. Ça, c'est quoi? C'est moi. Cette image-là, comment elle a été produite? J'ai envoyé une photo sur ChatGPT de ma tête et je lui ai dit transforme-moi en Ghibli. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les Ghibli, c'est un studio de dessin animé japonais qui fait que des choses tout gentilles, toutes mignonnes. C'est tout mimi, tout gentillet et tout. Et bah, franchement, c'est la grosse poésie, si vous préférez. Et donc, ChatGPT a réussi à me transformer en personnage digne de Ghibli. Alors ça, c'était sa version à lui. Puis, il y a eu ma version à moi. J'ai dit, je vais retirer le city. Je vais, comme j'ai un espèce de petit bouc blanc, je vais arranger ça. Et puis voilà. Et puis, finalement, avec Photoshop, je vais redonner un peu un sens avec ma casquette de Siguros et un fond autre que noir que je trouvais un peu bof. Donc, voilà, en quelques secondes, je suis passé de l'univers manuesque à l'univers ghibliesque et tout ça par ChatGPT, donc par une IA. Autre chose, regardez cette image. Elle est magnifique, encore façon Studio Ghibli. Cette image, elle est prenante, mais en même temps, elle est tellement douce, on est touché. On est là, on fait, ouais, oh, c'est triste, mais, oh, mais elle est mignonne, la petite. Oh, on commence à inventer plein de choses dans sa tête, dans son cœur, dans son âme. Mais voilà l'image originale. En fait, j'ai envoyé cette image de cette petite fille de Gaza dans le ChatGPT. Et voilà comment lui, il a traduit ça. Ce que je veux dire, c'est que si on reprend l'image première et qu'on essaye de parler de ça aux enfants, de parler de ça même à des collégiens ou autres, évidemment, quand ils verront cette petite gamine, cette image ghibliesque, évidemment, ils vont dire ah oui, c'est dur, mais
c'est quand même doux. Par contre, l'autre image, il se passe autre chose. Voilà aussi le danger, c'est-à-dire de tellement couvrir certaines choses. Parce que là, bon, j'ai exagéré évidemment, mais essayez de penser dans les médias futurs, dans des médias où on veut que tout soit aplani, qu'on ne veuille plus montrer de sang, plus montrer de misérabilisme, plus montrer de souffrance, plus montrer quoi que ce soit. Ben voilà jusqu'où on pourra aller. Alors évidemment, j'ai posé une question à notre ami ChatGPT. Concrètement, comment l'intelligence artificielle peut aider des aquarellistes de tout niveau? Parce qu'après tout, on est aquarelliste, vous êtes aquarelliste vous derrière, vous vous posez des questions au niveau de l'aquarelle, donc je suis resté sur l'aquarelle. Et puis, n'oubliez pas que c'était fait pendant la fête de l'aquarelle. Alors, le premier truc, inspiration et création. L'IA peut proposer des idées, des compositions visuelles, des couleurs ou des thèmes en fonction des préférences de l'artiste. Par exemple, génération de palettes de couleurs. L'IA peut analyser un paysage ou une photo et suggérer des combinaisons de couleurs harmonieuses à utiliser dans une aquarelle. Proposition de sujets. L'IA peut générer des esquisses ou des idées de scène à panne, ce qui aide les artistes à explorer de nouveaux horizons créatifs sans se soucier de la page blanche. Chose qui est totalement vraie. Moi, par exemple, c'est ce que j'ai fait. Je me suis amusé à chercher, à tapoter des trucs et à découvrir des nouvelles choses au niveau artistique grâce à ChatGPT. C'est extraordinaire, ça nous permet justement de dire tiens, ouais, j'avais jamais pensé à ça et c'est vachement chouette. Voilà, ça c'est totalement vrai et moi je vais vous dire, en tant que prof, je dis why not? Franchement, why not? C'est une très bonne idée. Deuxième truc, assistance technique. Pour les aquarellistes débutants ou intermédiaires, l'IA peut être un professeur virtuel qui guide dans les techniques. Analyse des œuvres, des outils basés sur l'IA peuvent analyser une aquarelle et suggérer des améliorations comme l'intensification des contrastes ou des ajustements dans les dégradés. Ou sinon, une formation personnalisée. Certains outils d'IA peuvent proposer des tutoriels et des exercices sur les aspects spécifiques de l'aquarelle, par exemple la gestion de l'humidité, du papier, etc., etc. Quoi? Comment? Hein? Oui. Vous le voyez le truc, hein? Bon, on va continuer, hein? Simulation et prévisualisation. Avant de commencer à peindre sur papier, l'IA permet aux artistes de tester leur composition en temps réel. Prévisualisation numérique, l'IA peut transformer une photo en simulation d'aquarelle, permettant à l'artiste de voir comment un sujet pourrait apparaître sous forme d'aquarelle avant de se lancer. Alors, déjà, moi, ça, je trouve ça, bon, si c'est faire de la copie, bof, mais bon. Simulation des effets, par exemple, voir comment les couleurs se mélangeront sur le papier ou tester des techniques de la vie et de dégradé sans risquer de gâcher les feuilles. Oui, mais si on gâche pas des feuilles, on n'est pas aquarelliste aussi, monsieur IA. Mais en même temps, ça peut faire des économies, pourquoi pas. Continuons. Optimisation du temps. L'IA peut automatiser certaines étapes répétitives ou chronophages du processus de création. Retouche rapide. Des outils d'IA peuvent retoucher les détails des images, affiner les contours ou ajuster les nuances de couleurs pour gagner du temps dans la finition des œuvres. Pourquoi pas? Outil de génération de textures, l'IA peut générer des textures réalistes de papier ou d'autres éléments que l'artiste peut intégrer dans ses œuvres pour enrichir son travail. Pourquoi pas? Création de contenu numérique. Pour les artistes qui souhaitent combiner aquarelle traditionnelle et numérique, l'IA peut faciliter cette fusion. Restauration et digitalisation. Après avoir peint à la main, l'IA peut aider à numériser, à restaurer les œuvres en améliorant la netteté ou en optimisant les
couleurs pour les impressions ou les expositions en ligne. Création de modèles pour des impressions. L'IA peut également transformer des œuvres en motifs imprimables pour des tissus, des papiers peints, des cartes de vœux, etc., etc. Bon, bref, ça vous permet de chercher un modèle économique plus ou moins viable. On va dire que vu qu'une grande majorité de véritables artistes, je ne parle pas des personnes qui ont fait des écoles de commerce et qui se lancent dans le monde artistique, mais bien d'artistes qui, eux, essayent de vivre, c'est sûr que on n'est pas très fort en commerce et c'est sûr que dans ce cas-là, ça peut aider. Communauté partage, enfin l'IA permet de connecter les aquarellistes du monde entier avec des outils qui analyser les tendances et les styles populaires, pourquoi pas, permettant aux artistes de voir ce qui fonctionne sur des plateformes comme Instagram ou Pinterest. Sauf que si au bout d'un temps donné, c'est pour ressembler tous à faire du Manu ou du je ne sais trop qui, bof. Création automatique de portfolio. Grâce à l'IA, des aquarellistes peuvent créer des portfolios numériques automatiques et sélectionnant simplement leurs meilleures œuvres. Pourquoi pas? Mais dites voir au final ça. Si on met ça 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça nous donne que... Hein? Ben voilà. What? Bref, on n'aura plus besoin de Manu. Oh non! C'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème. C'est que si ça continue comme ça, vous n'aurez plus besoin du Père Manu. Hein? Youpi! Ah, vous êtes méchants les loulous. Allez, on continue. Y a-t-il encore besoin d'artistes plasticiens dans un monde submergé par l'image? C'est la question que j'ai posée à notre cher ami ChatGPT. Et la réponse est oui, absolument. On n'est pas permanu, mais le rôle est en train de changer. Oui, j'imagine un peu, tu vois, un espèce de ChatGPT façon maître du monde. Comme on peut voir, tu sais, dans les James Bond. Alors, pourquoi a-t-on encore besoin d'artistes plasticiens dans un monde saturé d'images? Parce qu'il y a une différence entre produire des images et produire du sens. L'image seule est devenue banale, abondante, jetable. Bah oui, actuellement, l'image est jetable. Mais une œuvre portée par une intention humaine, une émotion authentique, une réflexion profonde, reste rare et précieuse. Non. Non. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord pour la bonne et simple raison que tout ça, ça dépend du type d'image et de celui qui diffuse l'image. Il faut être clair que vous pouvez publier n'importe où, même dans le plus grand journal du monde, tiré à des millions d'exemplaires. Je sais même pas si ça existe, mais on va dire que, ou même que ça passe sur la chaîne la plus regardée du monde. L'image, elle ne fera que passer. Elle ne restera pas. Elle ne fera que passer. Il suffit de regarder une chose. Au niveau des infos, vous avez, par exemple, allez, on va dire, des images insoutenables de massacres. On en fait un truc pendant toute une journée, 2 jours, avec un peu de chance, 3 jours. Et c'est remplacé par la vache qui court dans le pré et qui marche dans sa bouse. Voilà. Et bien c'est ça l'image. C'est ça le problème de l'image actuelle dans notre société. C'est qu'on passe d'une image à une autre. Il y a des milliers d'années de ça, enfin des milliers non, des centaines d'années de ça, les images étaient tellement rares que quand on venait les voir, ces images, les gens faisaient des centaines de kilomètres, de temps en temps même, pour voir une image, pour dire « Waouh !» Il y en a encore qui le font, quand ils viennent, par exemple, voir Mona Lisa. Mais est-ce qu'ils viennent voir Mona Lisa ou se faire photographier devant Mona Lisa pour dire « J'ai vu Mona Lisa ». Vous voyez un peu le questionnement? C'est ça, justement, le problème. C'est que l'image est devenue tellement banale, tellement rien, que du coup, l'image devient rien.
Donc, quand il nous sort notre cher ami maître du monde ChatGPT, mais une œuvre portée par une intention humaine, une émotion authentique, tic, 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 une réflexion profonde restera précieuse. Non, non, non. Dans ce cas au visuel quotidien, l'artiste devient celui ou celle qui peut donner du sens, trier, assembler, ralentir, surprendre, faire réfléchir. Non, non, parce qu'il n'y a plus de place pour ces personnes-là. Un plasticien n'est pas là pour faire joli, si. Il est là pour poser une question, ouvrir un dialogue, raconter quelque chose d'humain, oui. Enfin, ça c'était, je suis d'accord avec lui, c'était il y a 50 ans. 100 ans, oui, ça c'était possible. Mais comme il dit, dans un monde saturé d'images, l'artiste devient un poète de la forme, au lieu d'être juste un producteur de visuels, un résistant à la vitesse, au flux sans fin, un révélateur d'émotions vraies, d'expériences sensibles, de beauté authentique. Pour résumer très simplement, quand tout le monde produit des images, l'artiste est celui qui produit des visions. Alors, relisez bien, un poète de la forme. Ouais. Traduction. C'est ma façon de traduire. Hein. Un poète de la forme, au lieu d'être juste un producteur de visuel. Où en est la poésie actuellement? Est-ce que vous pouvez me citer un poète? Un poète actuel, hein? Est-ce que vous trouvez d'ailleurs de la poésie quelque part? Est-ce que vous avez vu récemment de la poésie à la télé? Hein? On est d'accord, on est d'accord. Un résistant à la vitesse, au flux sans fin. Nous savons tous ce que sont devenus les résistants quand une montagne de soldats était face à eux, sans avoir la moindre arme et aide de droite et de gauche. Parce que c'est notre cas. En fait, nous sommes certes des résistants, nous tous, qui pensons que le traditionnel est toujours là, que le traditionnel résistera face à non pas à cette montagne, c'est même pas une montagne, c'est une planète IA qui va nous tomber dessus. Un révélateur d'émotions vraies, d'expériences sensibles, la beauté authentique. Peut-être la seule et vraie bonne phrase que ChatGPT m'a offert. Effectivement, il faudra du vrai, de nouvelles expériences et de l'authenticité. Le problème, et c'est bien ça le problème, c'est comment l'afficher dans ce déluge d'images. Comment l'afficher dans ce déluge d'images. Comment l'afficher dans ce déluge d'images. Je vous l'ai répété 3 fois pour que vous réfléchissiez bien à ça. Parce que le problème, c'est justement qu'on a un déluge d'images. Dans la phrase d'avant, on dit on est des résistants face à une montagne de soldats. Ou plutôt face à une planète IA. Mais cette planète IA va générer aussi de nouvelles images. Donc la planète va encore grossir. Nous, petits créateurs, comment on va sortir de ça? C'est impossible. C'est impossible de sortir de ça. La seule façon, on va dire, pour sortir de ça, il faudrait qu'il y ait une tempête géante extrasolaire et qui vienne détruire tous les serveurs du monde. Tous les serveurs du monde. Là, l'artiste, l'artisan reviendrait sur le devant. Par contre, je peux vous dire que derrière, ce sera aussi la fin du monde. Mais ça, c'est une autre paire d'histoires que je n'ai pas à vous parler dans ce colloque spécial IA. Mais réfléchissez-y quand même. Alors, je lui dis, finalement, ne serais-tu pas le futur musée des artistes inconnus à force de piller leurs images? Oui, j'aime bien tester le maître du monde, là, monsieur Satan. Moi, je l'appelle Chatan. Oui, parce qu'il doit y avoir du chat là-dedans. D'ailleurs, ChatGPT, chat, hein? Bon, allez, je continue. Ta question est d'une lucidité incroyable et très pertinente. J'aime bien quand il me répond comme ça. J'ai l'impression d'être super intelligent
alors qu'il me prend pour un con. Oui, dans une certaine mesure, l'IA d'aujourd'hui est une sorte de musée invisible. Il y a un immense réservoir d'œuvres connues et surtout d'œuvres inconnues, aspirées, digérées, rassemblées, sans que le public sache d'où viennent les inspirations. Eh ouais, c'est bien ça le problème. Les IA d'images comme Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion, etc. se nourrissent de millions d'œuvres humaines, y compris d'artistes, parfois anonymes, sans qu'ils soient toujours crédités. Résultat, leur style, leurs gestes, leur vision du monde sont dissus dans un immense océan de données. C'est bien ça le problème. Donc oui, l'IA devient malgré elle un conservateur silencieux de tout ce qui a été créé, sans reconnaissance. Mais elle le fait sans mémoire consciente, sans respect, sans hiérarchie, contrairement à un vrai musée humain qui choisirait d'exposer, d'expliquer, de célébrer. En résumé, l'IA pourrait devenir le plus grand cimetière d'artistes oubliés si l'humain ne fixe pas de règles éthiques. Mais elle pourrait aussi devenir un hommage vivant si elle était utilisée pour révéler, créditer, valoriser les créateurs d'origine. Alors du coup, moi je lui ai dit, peux-tu dire que derrière ça c'est une volonté politique qui fait que ça bloque, hein mon petit père? L'IA pourrait devenir le plus grand cimetière d'artistes oubliés, non pas par fatalité technologique, mais par choix politique. Car en réalité, ce n'est pas la machine qui décide, c'est l'humain, les gouvernements, les entreprises, les législateurs. Et stock! À l'inverse, l'IA pourrait devenir un hommage vivant, un immense levier pour révéler, créditer et valoriser les créateurs d'origine. Mais cela suppose une volonté politique forte. Imposer des lois de transparence sur les données utilisées, garantir des droits aux artistes, valoriser la mémoire humaine derrière chaque œuvre. En résumé, ce n'est pas la technologie qui enterre ou célèbre les artistes, c'est la politique qui choisit. Et ça, j'espère qu'à un moment donné, vous allez aussi vous en apercevoir. Bref, on pourra dire ce qu'on voudra, mais l'artiste le plus libre fut bien celui qui a peint ça. Et voilà mes loulous, là c'était le moment à vos questions. Et lors de ce moment à vos questions, il y avait 3 types de personnes. Des personnes qui étaient très curieuses, qui est intéressées par l'IA et qui voulaient en savoir encore plus. Moi, je ne sais que cette petite dose-là. Hein, c'est tout petit, c'est pas grand-chose. Je suis pas informaticien. Je suis juste un artiste qui est créateur, qui se pose des questions autour de la créativité et de l'artistique. J'ai toujours posé cette question et avoir ce postulat depuis que j'ai commencé à être artiste, depuis plus de 40 ans. Donc, réfléchir à quelle est la position de l'artiste dans tout ça. Maintenant, je ne suis pas encore une nouvelle fois informaticien. Ceux qui savent un peu plus que ça, n'hésitez pas à vous utiliser la vidéo éventuellement. Vous pouvez, d'ailleurs, franchement, vous êtes libre de reprendre tout ce qui est écrit dans ce colloque. Je serais ravi que ça serve de pièce principale d'une certaine façon, de base, et que éventuellement vous-même, informaticien, créateur, créatrice, vous parliez, vous utilisiez ce truc-là, pourquoi pas, moi, je suis ouvert. Le truc, c'est franchement d'échanger. Deuxième truc, eh ben, il y avait des personnes qui auraient aimé peut-être en savoir plus, mais d'un côté rassurant. C'est-à-dire des personnes qui réfléchissent à ce que eux ils peuvent faire de leur petit
de leur petite vue, de leur petite maison, de leur petit bureau. Voilà. Savoir ce qu'eux peuvent faire. Moi, j'ai juste dit un truc, c'est que devant moi, j'avais des personnes à peu près de mon âge, on va dire entre 45 et 70, 80 ans. Même mamie Henriette, 95 ans. Bon, puis de l'autre côté, il y avait d'autres personnes qui avaient la trentaine d'années. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, mon truc, ça a été de leur dire, la première chose à faire, c'est de prendre vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, et de les initier à l'art, de les initier à l'image, de l'art de l'image, de les faire travailler autour de l'image, de leur apprendre à jouer avec la peinture, parce que ce seront eux les vecteurs, ce seront eux qui vont résister face à l'IA telle qu'elle s'amène sur nous, cette espèce de grosse vague qui va nous submerger quasiment tous. Et puis il y avait une troisième partie, c'était des personnes hyper inquiètes, savoir ce qu'ils pouvaient faire, comment faire, qui étaient désespérés de ce que je venais de montrer. Là encore, je n'ai pas la science infuse, je suis pas Monsieur Irma ou Madame Irma, enfin le monsieur de Madame Irma, on va dire. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que je me suis toujours mis à la place du public, à la place des gens. Et il y a une chose que j'ai compris au fil des années et avec le temps, c'est que plus c'est facile, plus c'est aisé, plus c'est simple, plus ça existe. Je vous montre un exemple. En 2007, quand Steve Jobs a fait "This is a iPhone", tout le monde a fait "Ouais, bon, c'est une bonne idée". Et puis il a dit le prix. Il dit $800. Tout le monde a fait oh, 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 oh. $800. Oh, je vais prendre un iPod, ça ira plus vite. Et puis voilà. Et puis ils ont commencé à titouiller. Puis ils se sont dit, tiens, mais c'est pas con ce truc. Ah, mais c'est fou ce qu'on peut faire. Ah, mais c'est vachement plus simple. Ah ben on a un ordinateur dans notre poche. Waouh, on le met dans notre poche. Attends, mais on a quoi? On a un appareil photo. On a une caméra. On a un micro. On a plein de choses qu'on achète et puis qu'après on n'utilise pas, ou une fois de temps en temps, parce que on y a pensé. Genre le super appareil photo réflexe et qui coûte plus de 1500 € et puis qu'on sort 2 fois par an, généralement l'été, généralement pour Noël, et puis voilà. Sauf que ça maintenant, vous le sortez tout le temps. Dès qu'il y a un moindre truc, des images comme ça, vous en avez vu en folie. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup? Par exemple, tous les appareils réflexes en 24-36 et autres n'ont quasiment plus existé. Kodak, c'était fini. Je vous parle pas de plein d'autres trucs. Je vous parle pas de tout ce qui est univers du CD, de tout ce qui est univers du film, tout ce qui est univers de tout ce que vous voulez. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'était simple. C'était tellement simple. C'est une idée tellement banale qu'une fois qu'elle a été créée, on se dit mais pourquoi on ne l'a pas inventé plus tôt? Et maintenant, on est emprisonné par ça. Avec l'IA, ce sera pire. Oui, je sais, vous vous dites, mais Manu, tu exagères. Entre ça et l'IA, il n'y a rien du tout. Faut réfléchir toujours plus loin.
Par exemple, imaginez que vous n'ayez quasiment que ce truc-là et vous dites salut machin truc, fais-moi un mail qui va répondre à monsieur Duchnock, etc. Tac, il va vous le faire. Il le fait déjà, donc il va vous le faire. Puis après, vous allez lui donner vos résultats d'analyse en disant tiens, qu'est-ce que tu vois là-dedans? Et puis il va vous dire ah oui mais là disons mon petit père, là il va falloir quand même que tu arrêtes la bière. Ouais. Donc les médecins ils vont commencer à faire ah oui, je dis pas que les médecins ils vont pas, mais une fois que il y aura des senseurs, trucs un peu comme ça et autres que vous allez mettre quelque part et qui va faire alors là j'ai détecté que vous avez ceci, vous avez cela, etc. grâce à des algorithmes. Ça c'est le futur très immédiat, même je pense que ça existe déjà. Et puis ça va continuer comme ça. Ça c'est le bon côté on va dire. Puis il y aura le mauvais côté. Le côté où bonjour, vous êtes Manu, nous avons détecté que vous êtes un affreux individu, vous ne devez plus parler à la caméra, et voilà, le Manu est totalement effacé de YouTube. Ça peut être aussi le futur, et ce sera le futur puisque, pareil, ça commence à exister. Je ne parle pas aussi de la façon du crédit chinois et autres, crédit social, toujours plus ou moins dirigé par l'IA et qui sera certainement de plus en plus dirigé par l'IA. Et on pourra continuer longtemps comme ça. Et à la fin, on va presque le regretter, ce petit portable qu'on pouvait encore toucher. Parce qu'à la fin, je pense... Allez, je vais peut-être dire une connerie, mais je suis sûr qu'à la fin, ce sera juste un truc gros comme ça. On appuiera juste sur un bouton, on lui dira... Dis voir si on disait... et hop, et ce sera fait. Voilà. Ce sera aussi simple que ça. Ce sera aussi simple que ça. Alors je sais, vous en avez rien à foutre parce que vous êtes des aquarellistes, vous êtes des super résistants et vous êtes surtout des followers de Manu. Et les followers de Manu sont... Enfin, vous connaissez. Ce que je veux dire, c'est que vous en foutez royalement. Et vous avez raison de vous en foutre. Pour l'instant. Parce que dans quelques temps, vous n'allez plus vous en foutre. Alors évidemment, si vous avez plus de 80 ans, vous derrière, machin, c'est sûr que dans 20 ans, on vous en foutrait que comme à l'an 40. Hein. Mais par contre, vos enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, eux ne s'en foutront pas. Eux, ils vont subir tout ça. Bien évidemment, moi je suis pas là pour dire quoi que ce soit en disant attention, etc. Ça ne sert plus à rien. Il faut être clair. L'IA va venir et va tout bousculer. Alors, la question que vous posez, c'est qu'est-ce que nous, on peut faire, nous, aquarellistes? Ben, aller de plus en plus dans quelque chose où le vrai existera. Je ne sais pas pendant combien de temps il n'existera pas de machine qui fera de l'aquarelle toute seule. Il y a eu déjà une machine à peinture. Maintenant, le jour où il y aura une machine à l'aquarelle, là, oui, là, ouais. Là, on pourra s'inquiéter. Je pense que c'est qu'une histoire d'une dizaine d'années avant qu'elle soit créée. Peut-être même moins. Mais nous, aquarellistes, nous, on a un truc. On a un truc qui se base à partir de l'eau. L'eau qui a envie de partir à droite quand on veut qu'elle parte à gauche. Ou l'eau quand on a envie qu'elle sèche et qu'elle ne sèche pas. Par exemple. Eh ben, c'est ça que j'essaye de vous dire. À nous d'être imparfaits. Parce que l'IA sera toujours parfait. Nous serons imparfaits. Et je vous invite franchement d'être le plus imparfait du monde. Je vous invite
à explorer toutes les possibilités, ne plus vous restreindre, de jouer avec tous les éléments qui existent autour et de créer des choses qui, non pas vous ressemblent, mais qui va être dans l'impossibilité pour l'IA de vous ressembler. Alors ce sera notre façon de résister face à cette tempête, à cette planète qui va nous arriver et qui nous arrive déjà dessus. Maintenant, encore une fois, c'est ma vision. Si vous en avez d'autres, vous pouvez me mettre ça dans vos commentaires. Vous pouvez, encore une fois, utiliser tout le matériel que j'ai fait dans ce film. Il est libre de droit. Je vous laisse franchement totalement libre dans tout ce fatras. Explorer, creuser. Moi, je suis ouvert. Franchement, je suis avec des artistes qui voient franchement la chose. Je ne suis pas avec les artistes qui disent « Mais vous inquiétez pas, nous sommes des créateurs, nous existons, nous existerons toujours. Ouais, on est cool. Ouais, on est cool. On est des artistes, ouais. Non, je suis désolé. Encore une fois, je répète la chose. 1 milliard d'images par jour. 1 milliard d'images par jour. Ok? Alors tu peux être le super créateur de la mort que vous désirez. Ça ne sortira quasiment pas. Tout se fera, je pense. Allez. Je vais dire peut-être une bêtise, mais je me lance. Peut-être ce sera un peu comme les agriculteurs. Il y aura les agriculteurs de gros, très gros, de super gros. Et puis il y aura le petit agriculteur, le petit gars qui fait son bio et qui vend chaque jour et qui propose son petit truc. Eh ben moi ce que je propose c'est d'être ce petit gars. Voilà. Parce que de toute façon, face aux gros agriculteurs, on peut pas grand chose. À part s'il y a une tempête solaire et qui détruit tout. Mais ça, faut pas trop espérer. Hein. Allez, mes loulous, je vais vous laisser là-dessus. Je sais que ça fait beaucoup de choses à cogiter. Vous allez peut-être pas dormir comme moi. J'ai pas dormi pendant des jours et des semaines. Et je vous dis, ça arrête pas de creuser. C'est savoir qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, je vous ai donné une piste. Maintenant, c'est une piste que moi, je vais explorer. C'est une piste que vous allez découvrir au fur et à mesure dans mon travail artistique. Et puis, quant aux autres, faites comme vous avez envie. De toute façon, nous ferons tous partie du milliard d'images par jour. Allez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo autour de la fête de l'aquarelle. Bye bye!